Ordre ou désordre du monde. Pourquoi ce thème? Pourquoi ces trois orateurs qui nous suivent? Alors, je vais vous le raconter. Au commencement, la terre était tohu-bohu. C'est par ces mots que commence le livre le plus lu au monde, avant le Coran, avant Don Quichotte de la Mancha, avant le livre rouge de Mao Tse-tung et même avant Harry Potter, à savoir la Bible. Et puis, dès la deuxième ligne, Elohim met de la clarté et de l'ordre. Acte 1, que la lumière soit. La lumière, nous avons besoin de clarté. Acte 2, Elohim sépare la lumière des ténèbres et la terre de la mer et des ciels. Et à chaque chose, il donne un nom. Nous avons besoin de classer, trier, ranger. En fait, l'esprit humain a besoin de voir clair et de mettre de l'ordre. Or, il se heurte constamment au désordre et à l'obscurité, au désordre apparent ou réel. Le thème ordre ou désordre du monde et responsabilité des universitaires m'est quasiment tombé dessus quand Marthe Nissens m'a formidablement proposé l'organisation de l'existence de cette journée. Et à vrai dire, je pense que ce sujet, ordre ou désordre du monde et responsabilité des universitaires, m'a profondément habité tout au long des 42 ans que j'ai passés à l'UCL. 42 ans! Mais une chance inouïe à plusieurs égards. Tout d'abord, totale liberté, offerte par l'UCL et par le FNRS, m'autorisant à tout âge, depuis le début, à partir à l'assaut de questions qui me semblaient les plus essentielles, même si elles étaient à l'évidence beaucoup trop complexes en regard de mes capacités, ce qui explique que j'ai souvent fait des travaux en association avec d'autres. Chance d'avoir eu des maîtres qui m'y ont encouragé, qui ont guidé mes premiers pas maladroits. Plusieurs sont dans cette salle aujourd'hui. Robert Boyer était déjà dans mon jury de thèse. Bonheur de pouvoir collaborer avec des pairs venus de multiples disciplines qui ont accueilli avec bienveillance et amitié mes questions trop vastes, et nombreux sont-ils aussi dans la salle aujourd'hui. Nous avons eu une matinée de recherche qui m'a comblée de joie. Et joie aussi de transmettre aux jeunes, que ce soit des étudiants, des doctorants, des assistants, mes réflexions, mes enthousiasmes. Enfin, chance aussi de recevoir pendant 42 ans l'aide et souvent l'amitié de celles et ceux qui discrètement rendent possible l'existence d'une institution, les secrétaires, les bibliothécaires, les appariteurs, les nettoyeurs, plus souvent les nettoyeuses. Et à toutes ces personnes que je ne peux citer, et j'ai pris le parti difficile de ne citer aucun nom, si ce n'est celui des trois orateurs qui me suivent, je ne pourrais pas citer tous ceux, parce qu'ils sont trop nombreux, à qui je voudrais dire un merci incommensurable. Dans le registre de la chance, je voudrais aussi mentionner une triple chance en rapport avec le sujet du jour. Premier élément, c'est d'avoir été formé à une époque où l'enseignement de l'économie s'inscrivait sous le sceau du pluralisme épistémologique. Donc j'ai démarré avec un joyeux mélange d'économie keynésienne, néoclassique, marxiste, où le dialogue semblait parfois possible et où le dialogue était très fréquent avec d'autres disciplines des sciences sociales. Deuxième chance, c'est d'avoir commencé mes recherches par l'analyse d'une crise majeure, celle des années 30, et d'avoir cherché à comprendre comment cette crise avait transformé notamment le rôle de l'État, les rapports sociaux et la place attribuée à la croissance économique. Et troisième chance, pour moi seule, j'en suis bien consciente, c'est d'avoir entrepris mes recherches en 1975, au moment même où le monde était secoué par une nouvelle grande crise. Une nouvelle crise majeure du capitalisme, crise qui remettait en question tout ce qui était né de la crise des années 30, qui remettait en question 30 années d'une croissance en apparence harmonieuse et jusqu'aux théories économiques sur lesquelles elle s'appuyait. Qu'est-ce qu'une crise ? Est-ce que c'est le surgissement du désordre dans un monde qui semblait en ordre ?
Une crise n'est jamais uniquement économique ou seulement financière. Et que dire de celle ouverte en 2008, dont les multiples dimensions façonnent notre présent et surtout notre avenir, et à bien des égards le rendent effrayant. Une amie à qui j'annonçais mon intention d'intituler cette conférence « Ordre du monde » m'a fait observer que manifestement le monde était plutôt en désordre. Et merci, car grâce à elle, ce titre s'est enrichi. Alors, ordre ou désordre du monde, je vais vous proposer mes réflexions en 3 temps. Commençons par le désordre, mettons un peu d'ordre, et en 3e partie, je voudrais vous inviter au-delà de l'ordre ou du désordre d'une manière un peu plus périlleuse. Alors, sur base de mon propre parcours de recherche, et toujours en vous présentant mon point de vue, mon modeste point de vue, quant à la responsabilité des universitaires sur ce thème. Tohu-bohu, depuis quelques années, et à un rythme accéléré, les nouvelles du monde pourraient s'intituler « Chronique d'un chaos annoncé ». Laissez-moi prendre quelques minutes pour vous rappeler des faits que vous connaissez et avec lesquels nous tentons de vivre, même si nous tentons parfois de les écarter de notre conscience, et à cause desquels sans doute mon ami et bien d'autres pensent que le désordre domine en ce monde. On commence évidemment par mentionner le réchauffement climatique. Avec lui, la montée du niveau des mers, le recul du littoral qui se manifeste déjà à nos portes. 2 mètres par an sur le littoral aquitain, à 700 km de chez nous. 2 mètres de recul du littoral par an. Un réchauffement climatique, on s'est engagé à le maintenir. Les nations sont engagées à le maintenir en dessous de 2 degrés. Et un scientifique ce matin nous rappelait que les scientifiques savent que d'ores et déjà, c'est un engagement intenable. Il y a la disparition des espèces à un rythme qui s'accélère. Les populations de vertébrés ont déjà diminué de 58% en 40 ans et devraient avoir diminué de 75% en 2020. Pensons aussi à la concentration des patrimoines. On pourrait faire toute une conférence à ce sujet, mais juste 2 chiffres. 8 personnes les plus riches de la Terre ont en main un patrimoine équivalent à la moitié la plus pauvre de l'humanité. Donc 8 contre 3,5 milliards. Ce qui rend très actuel l'avertissement donné à Franklin Roosevelt en 1933, année hautement symbolique, donné par le juge à la Cour suprême des États-Unis, qui disait au président qui voulait lancer le New Deal, « Dans ce pays, nous pouvons avoir la démocratie ou une grande richesse concentrée entre les mains d'un petit nombre, mais nous ne pouvons pas avoir les deux, il faut choisir. » La concentration des richesses, avec quelques détours et nuances, mais ça se traduit aussi par 3 millions d'enfants qui meurent chaque année de faim, face à 2,8 millions d'adultes qui meurent chaque année des conséquences de l'obésité. Il faut aussi brièvement citer les désordres qui pourraient résulter de la révolution numérique, qui porte en elle le meilleur comme le pire, qui porte en elle aussi l'angoisse de voir l'humanité des humains anéantie par l'intelligence artificielle et les instances de délibération prises de vitesse par la technologie. On en a déjà quelques exemples. Et puis, il y a nos jeunes, les étudiants à qui nous nous adressons, chez qui les jeunes, chez qui le suicide est la 2e cause de mortalité et la dépression la 1re cause de maladie. Qu'est-ce qui se passe? Serait-ce dû au caractère anxiogène du présent et de l'avenir? Je suis sûre que vous avez d'autres éléments à ajouter à cette liste terrifiante et je ne vais pas poursuivre cet énoncé, mais juste ceci pour dire que pour la grande majorité de l'humanité aujourd'hui, l'invitation à vivre est en quelque sorte l'antithèse de l'invitation au voyage de Baudelaire. Souvenez-vous de ces vers magnifiques. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Ma vie de chercheur a été marquée par la montée de tous ces désordres. En 1978, premières années de mon doctorat, entre les 2 chocs pétroliers, Fabienne Thibault chantait, souvenez-vous, Stone, le monde est stone. Je cherche le soleil au milieu de ma nuit, nuit intérieure. Et l'impression, à tort ou à raison, que ça s'aggrave,
Le monde est devenu fou, s'écrit le philosophe Bernard Stiegler dans son livre « La disruption, comment ne pas devenir fou ». Et cet arrière-goût si présent dans la population d'incompréhension de ce qui se trame dans le monde, ça va trop vite, c'est trop complexe, et ça place l'homme en position d'étranger ou d'exilé dans sa propre société, sa propre civilisation, voire sa propre existence. Or, chacun des événements que j'ai cités comporte une dimension économique et ne peut pas laisser l'économiste indifférent, en tout cas pas moi. Dès lors, premier lot de responsabilités pour les universitaires. Je vais vous faire plusieurs petits lots et à chaque fois grouper les 10 responsabilités qui me passaient par l'esprit en 3 pour limiter un peu le travail. Première responsabilité, me semble-t-il, rejoindre le rang des lanceurs d'alerte, voir et faire voir ses faits. Nous avons une plus grande facilité d'accès à l'information, peut-être plus grande capacité de faire le tri, d'avoir une analyse critique et donc dénoncer vigoureusement les fake news, le dévoiement par les lobbies de quelques scientifiques peu scrupuleux, suivre la voie des 15 000 scientifiques qui ont à nouveau lancé l'alerte en disant « il sera bientôt trop tard pour changer de trajectoire ». 15 000 scientifiques. Deuxième responsabilité, à mes yeux, s'indigner au constat de tant de souffrances présentes ou à venir. Répondre au fameux appel de Stéphane Hessel et Edgar Morin, « indignez-vous ». Mais ce qui signifie aussi, pour les universitaires, reconnaître que, quoique scientifiques, nous avons des émotions et des jugements de valeur et des positions éthiques. Et déjà Rabelais, dans Pantagruel, en 1542, disait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Donc, acter qu'il n'y a pas de posture neutre, que la science émane toujours de sujets, renoncer à cacher nos choix de chercheurs ou d'enseignants derrière des illusions d'objectivité, j'y reviendrai plus loin. Et troisième responsabilité, celle du choix de nos sujets de recherche. On parle beaucoup d'excellence, et certes, il faut poursuivre l'excellence, mais l'excellence n'est pas que dans les méthodes, elle est aussi dans la pertinence du choix de nos sujets par rapport aux urgences des questions qui taraudent l'humanité. Et ces 3 premières responsabilités, me semble, ont été pleinement assumées par les orateurs qui me suivent. Tous 3 ont contribué, chacun à sa manière, à jeter un autre regard sur le désordre apparent, à voir que ce désordre du monde, c'est peut-être un ordre non désiré par ceux qui le nomment désordre, ou un ordre émergent que l'on ne comprend pas encore. Dès lors, j'aborde le deuxième point sur l'ordre du monde, que je vais subdiviser en 2 parties. Premièrement, est-ce que ce désordre, ce serait de l'ordre non désiré par ceux qui le nomment désordre? Ceci nous conduit, bien entendu, à notre notion d'ordre établi, bien connue des sciences sociales. Non, le monde n'est pas fou. Il y règne l'ordre imposé par une petite minorité de l'humanité, mais qui influence toute la vie sur Terre. L'incitation continue à la consommation, à l'endettement, à l'obsolescence programmée, l'addiction systématique à la croissance servent les intérêts d'une minorité. Je pense qu'il y a suffisamment d'éléments indiquant cela, mais avec nos complicités tacites, à travers nos modes de vie, nos incohérences, nos modes de pensée. J'ai tenté de débroussailler ces questions, ou quelques bribes de ces questions, comme Marthe et Florence ont bien voulu déjà le dire, de ces questions enchevêtrées par l'analyse historique de la croissance économique, du rôle de l'État, des rapports que l'État entretient ou entretenait avec la banque, de la politique monétaire, ou encore en cherchant à comprendre la construction de l'ordre établi par des acteurs sociaux, même par des acteurs sociaux potentiellement opposés. Je l'ai fait à travers l'analyse de la concertation sociale, de son institutionnalisation et de ses crises. Et ici, on voit que le monde, bien sûr, n'est jamais tout à fait noir ou tout à fait blanc, et que l'enchevêtrement des intérêts qui concourent à un ordre établi
est très complexe et que notre propre responsabilité dans un ordre du monde que l'on considère avide et exploiteur n'est pas négligeable. Deuxième lot de responsabilités, donc, et j'en pointe 3. Premièrement, rendre visibles les rapports de pouvoir. L'économie, à mes yeux, est par essence politique. L'économie ne peut pas être hors sol, ne peut pas être désencastrée du social, ne peut pas être désencastrée des rapports sociaux et politiques, qui ne sont pas non plus immuables et qui se prêtent à des lectures diverses. Donc, conclusion, encourager le pluralisme en économie, la pluralité des postures épistémologiques et favoriser le dialogue avec d'autres sciences sociales qui nous aident, nous économistes, à prendre du recul par rapport à nos affirmations. Deuxième responsabilité, interroger le rapport de notre savoir à l'ordre établi. Examiner la manière dont la rationalité marchande ou capitaliste a influencé et influence encore la rationalité du savoir occidental, en reconnaissant avec La Fontaine que la raison du plus fort est toujours la meilleure. Et troisième responsabilité, questionner la disposition de l'université en tant qu'institution à jouer le jeu dominant. Je songe ici au système d'évaluation de la recherche, au danger de marchandiser le savoir, d'écraser les motivations intrinsèques de la recherche, de mettre parfois un carcan à la pensée, ou encore à la question très délicate du financement privé des universités, de l'évolution du financement des universités quand les fonds publics se réduisent, financement privé qui risque de réduire l'indépendance d'expression, ne serait-ce que par autocensure, parce qu'on ne crache pas dans la soupe. Alors, assumer ces 3 responsabilités ouvre d'immenses perspectives, parce que lorsqu'on a rendu visibles les rapports de pouvoir, on sait qu'un ordre établi n'est jamais établi pour toujours. Dès lors, deuxième sous-ensemble, dans le chapitre de l'ordre, le désordre apparent du monde pourrait être un ordre que nous ne comprenons pas encore, parce que les changements en cours ne sont pas encore intelligibles pour nous. Ce que l'on prend pour du désordre est peut-être l'émergence d'un nouvel ordre. En ce domaine, la contribution de la théorie de la régulation, dont Robert Boyer est un des principaux fondateurs, me semble vraiment décisive. La théorie de la régulation a profondément marqué mes recherches, comme on l'a déjà dit, en croisant les héritages de Marx et de Keynes, puis en les dépassant, en proposant de donner à toute analyse économique un ancrage historique et une épaisseur sociale et politique. Dans sa récente et magistrale Économie politique des capitalismes, sous-titrée Théorie de la régulation et des crises, Robert Boyer pose entre autres la question suivante, je cite, « Dispose-t-on d'outils permettant d'examiner la viabilité et la vraisemblance de nouvelles formes de capitalisme ?» Question essentielle aujourd'hui pour tenter de comprendre la manière dont le monde se réorganise suite à la crise financière de 2008 ou face à l'émergence notamment de la Chine, et il va nous en parler dans quelques instants. Si le désordre du monde est compris comme l'émergence d'un nouvel ordre, ça veut dire donc qu'un nouvel ordre est possible et que nous pouvons mettre notre réflexion au service de l'émergence d'un monde plus désirable. Et après 35 ans de recherche en histoire économique et sociale, j'ai ressenti cette nécessité, je dirais même cette urgence, cet impératif, comment répondre aux défis écologiques et sociaux mentionnés dans le début de mon exposé. Ce qui a donné naissance à 2006, de manière d'abord tout à fait improvisée, au groupe Redéfinir la prospérité, qui s'est encore réuni ce matin pour ma plus grande joie, comme je vous l'ai dit, et qui avait abouti à la publication d'un livre collectif éponyme en 2011. Et il faut dire que le titre de ce livre, Redéfinir la prospérité, ou le terme de prospérité, était largement inspiré des travaux que Tim Jackson venait d'entreprendre et qui avaient donné lieu à son livre, publié la première fois en 2009, qui vient d'être réédité d'une manière très approfondie,
le fameux Prosperity Without Growth, qui désormais est traduit en 17 langues et vendu en quelques millions d'exemplaires, si je ne me trompe pas. Cette réflexion sur la prospérité m'a mené à travailler avec mes doctorants, j'ai dit que je ne citerai pas de nom, ça me brûle, la question des indicateurs. Si nous voulons changer de paradigme, rompre avec la mystique de la croissance, selon le titre d'un ouvrage de Dominique Méda, alors il nous faut des outils appropriés pour indiquer la direction à prendre. Et Dominique a beaucoup travaillé ce thème aussi. Et c'est ainsi, en travaillant sur les indicateurs, que j'ai atterri au Bhoutan pour examiner le sérieux de leur indicateur du bonheur national brut. Et qu'ayant été convaincue, contre toute attente, parce que j'y partais plutôt avec l'idée de rencontrer une fantaisie, j'y suis retournée 3 fois encore pour voir clair dans l'expérience de ce petit royaume qui résiste au modèle dominant, tel le dernier village gaulois qui résistait au pouvoir romain, avec sans autre potion magique que leur tradition et les valeurs bouddhistes dans lesquelles ils se sont ancrés. J'arrive alors à un 3e lot de responsabilité des universitaires. Désordre, est-ce un ordre émergent? Première responsabilité, me semble-t-il, scruter dans la situation actuelle quelles sont les portes qui se ferment et quelles sont les fenêtres qui s'ouvrent, que l'on peut ouvrir. 2e responsabilité, créer au sein de nos universités des lieux de travail interdisciplinaires sur les questions de transition écologique et sociale pour traiter ensemble les 2 questions, le social et l'écologique. Et ça, c'est vraiment un point commun des travaux de Dominique Méda et de Tim Jackson, c'est de dire on ne peut pas les traiter séparément. Il faut voir l'unité des problèmes que posent ces 2 questions. C'est à cet égard, il me semble que l'existence à l'UCL de la petite coupole de recherche LP Transition est précieuse et prometteuse. Mais il faudra aller plus loin. 3e responsabilité. Créer, comme dans d'autres universités, des doctorats en sciences de la soutenabilité, sciences au pluriel, sciences de la soutenabilité qui puissent croiser les sciences exactes et les sciences sociales, ce qui demande de reprendre à leurs racines les questions qui traversent les disciplines concernées, les questions de la richesse sur laquelle Dominique a travaillé, les questions toutes les questions des priorités, nos manières d'appréhender ces questions. Et il y a urgence à le faire, car cette problématique va à l'évidence devenir dominante dans les années à venir. Alors si nous cherchons l'excellence, c'est bien là, je pense qu'il faut la chercher, dans la pertinence de la formation des chercheurs à ces questions. En résumé, des 2 premiers points, le monde est en grand désordre apparent, qui mérite notre indignation. Peut-être est-ce le fait d'un ordre établi peu désirable auquel il s'agirait de résister. Peut-être le désordre cache-t-il un nouvel ordre émergent à éclairer, qui pourrait être soit plus inquiétant encore, capable de destruction des conditions de vie sur Terre, soit enfin désirable, soutenable dans tous les termes, dans tous les sens de ce terme. Peut-être, à vrai dire, personne ne sait. Et en préparant cet exposé, j'ai cheminé vers l'idée que l'état du monde et l'état des savoirs nous invitent à nous situer par-delà les notions d'ordre et de désordre. Et je dois vous dire que ça m'a surpris. Mais je suis convaincue de cette conclusion. Elle est difficile, je ne l'ai pas encore beaucoup travaillée, donc je vais essayer de vous la transmettre en quelques minutes. Et je prends des risques. Et je vous invite à faire un détour par ce qui n'est pas le champ de mes compétences, un détour par les sciences exactes. Les sciences classiques ont cru un temps à l'existence dans la nature d'un ordre que l'intelligence humaine devait tenter de déchiffrer. Et cette vision est dépassée. Il y a Prigogine, prix Nobel de chimie, et Isabelle Stengers, philosophe des sciences, qui ne sont pas, qu'on ne peut pas accuser de légèreté, je pense, ont magistralement synthétisé les découvertes scientifiques sur l'instabilité intrinsèque de la nature. Les chemins de la nature ne peuvent être prévus avec certitude. La part d'accident y est irréductible. Et, je les cite, « La nature bifurcante est celle où de petites différences, des fluctuations insignifiantes peuvent, si elles se produisent dans des circonstances opportunes, envahir tout le système, engendrer un régime de fonctionnement nouveau. »
Mais l'indétermination n'est pas seulement épistémologique, nous disent-ils. Ce n'est pas les limites de notre intelligence face à un monde théoriquement intelligible. L'indétermination est inscrite dans la réalité dont les chemins sont ouverts. Je les cite encore pour ne pas être taxé d'imposture intellectuelle. Les sciences, ouvrez les guillemets, les sciences se sont ouvertes au dialogue avec une nature qui ne peut être dominée d'un coup d'œil théorique, mais seulement explorée, avec un monde ouvert auquel nous appartenons, à la construction duquel nous participons. Et un pas plus loin encore, les auteurs aboutissent à l'idée d'un dialogue nécessaire des sciences avec des savoirs préexistants au sujet de situations familières à chacun. Les sciences exactes sont devenues humbles. Même écho récemment, venant d'astrophysiciens de renommée comme Hubert Rees ou Trinh Xuan Tuan, qui affirment l'impossibilité de déterminer entièrement le comportement de la réalité, ou encore la science n'est pas la seule manière d'appréhender le réel. Certains peut-être accepteront d'aller encore un peu pas plus loin avec Edgar Morin. Je le cite, « L'aventure de la connaissance nous conduit effectivement à la limite du concevable, du dissible, à cette limite où l'ordre, le désordre, l'organisation perdent leur distinction. Le but de la connaissance n'est pas de découvrir le secret du monde dans une équation, il est de dialoguer avec le mystère du monde. » Et quatrième et dernier lot de responsabilité, il me semble tout d'abord cultiver l'humilité pour les universitaires, abandonner l'idée que les universitaires ont le privilège du savoir, partager la casquette d'expert qui nous est souvent offerte, libérer l'imaginaire de nos étudiants, nous rappeler souvent que la science n'est pas la seule manière d'appréhender le réel. La deuxième responsabilité, qui peut sembler paradoxale par rapport à cette posture d'humilité, c'est quand même avoir à l'esprit que la moindre de nos paroles, le moindre de nos gestes pourrait devenir une de ces fluctuations insignifiantes qui finalement contribuent à engendrer un basculement systémique. Si c'est vrai dans le cosmos ou dans la nature, pourquoi ne serait-ce pas vrai dans nos sociétés ? Ça plaide pour une grande mise en cohérence de nos paroles et de nos actions, de nos enseignements et de nos modes de vie. Ça plaide pour l'activation du principe de responsabilité de Hans Jonas, que nous sommes nombreux à citer. Agis de façon à ce que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. Et enfin, troisième responsabilité, activer chacun à sa manière, et Dieu sait que les manières peuvent être diverses, notre dialogue avec le mystère du monde, ce qui nous permet d'aller puiser dans d'autres dimensions de notre conscience des réponses à l'angoisse face au chaos, à l'angoisse du chaos. Peut-être en faisant nôtre ces paroles de la philosophe Simone Weil, l'intelligence n'a rien à trouver, elle n'a qu'à déblayer. Et nous rappeler que ce que nous transmettons, c'est bien plus qu'un savoir, c'est une manière d'être au monde. J'ai tant reçu, j'ai tenté de transmettre. La vie va, merci. Merci de tout cœur.